Et on a imaginé, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qu'il allait y avoir une transition hydrique, de la même manière qu'il y a transition énergétique. Quand on rentre dans un monde en restriction, on a des conflits d'usage. Et donc derrière, la réglementation qui commence à dire va falloir un petit peu tous vous calmer parce qu'il n'y a qu'un litre d'eau sur la table et vous êtes 12. On voit qu'avec cette cartographie très très précise, quantité et qualité, on va pouvoir identifier tous les points d'amélioration, tous les points de risque et donc préconiser des solutions pour réduire la taille du problème et sa complexité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce congrès Pôle Pharma Performance Environnementale. Dans cet épisode, je suis avec Jean-Emmanuel Gilbert, cofondateur de Aquacé, et pour m'accompagner, une collègue shifteuse, Catherine Huguette. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et vous ? Moi, impeccable. Ça fait 1 jour et demi qu'on est sur le congrès et c'est parfait. De l'eau, de l'énergie, de la biodiversité. Alors, Jean-Emmanuel, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Alors, succinctement, de formation, je suis docteur en chimie spécialisé sur les problématiques environnementales, c'est-à-dire pour un chimiste, les enjeux de pollution, mais aussi les enjeux de valorisation de matière. D'accord ? Pas de la valorisation au type énergétique, mais en valorisation matière, c'est-à-dire je prends des déchets, j'essaie d'en faire autre chose. Ce sont des substances, des molécules, et donc je peux essayer d'en faire autre chose. Et c'est ce qui m'a amené beaucoup à travailler sur les problématiques de pollution, notamment la pollution de l'eau. J'ai dirigé en fait une spin-off du CNRS qui était en santé environnementale pendant une 12aine d'années, ce qui m'a amené là encore à travailler dans beaucoup de sujets sur l'eau, pas uniquement mais quand même. Et il y a environ maintenant presque une 12aine d'années, j'ai rencontré dans un salon alors Stéphane Gilbert, qui est un homonyme, et qui lui ne vient pas du monde de l'innovation, de la recherche, de la science, mais qui vient en fait il est ingénieur en gestion de l'eau, génie des procédés, et donc lui il venait du monde de l'industrie. Et du coup on avait 2 angles de vue qui étaient très très complémentaires sur ce qu'est l'eau et ce qui va se passer dans le futur. Et on a imaginé il y a un peu plus d'une dizaine d'années qu'il allait y avoir une transition hydrique, de la même manière qu'il y a transition énergétique, parce qu'on rentre dans un monde qui va être en restriction d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualité. On en a parlé un petit peu ce matin, la problématique de la pollution de l'eau. Avoir de l'eau, c'est une chose, avoir de l'eau polluée, c'est complètement différent. Mais ça peut être aussi des contraintes qui sont liées au coût d'accès, coût d'utilisation, aux contraintes réglementaires, parce que quand on rentre dans un monde en restriction, on a des conflits d'usage, et donc derrière la réglementation qui commence à dire va falloir un petit peu tous vous calmer parce qu'il n'y a qu'un litre d'eau sur la table et vous êtes 12, donc va falloir vous entendre. Et donc voilà, et donc il y a une dizaine d'années, on a imaginé qu'il allait y avoir une transition hydrique, et de ce fait, on a pensé que ça allait engendrer un renversement complet de ce que l'on appelle gestion de l'eau. Donc si on veut parler, tu m'as dit de manière succincte, et j'ai déjà parlé beaucoup. Non mais c'est parfait. Voilà. Ce que l'on a appelé gestion de l'eau jusqu'à présent, si je caricature pour bien faire comprendre l'idée, n'est pas de la gestion de l'eau, c'est du traitement de l'eau. Grosso modo, vous êtes par exemple un site industriel, vous avez besoin de X milliers de mètres cubes d'eau de telle qualité, il y a quelqu'un qui vous dit il n'y a pas de problème, je le prends dans le milieu naturel, je le traite et puis je vous l'amène. Derrière, vous avez la création d'eau osmosée, d'eau froide, d'eau glacée, etc. Bon, c'est du traitement. Et puis ensuite, comme vous avez utilisé l'eau, vous l'avez en grande partie polluée, et donc là, il y a d'autres personnes qui viennent en vous disant il n'y a pas de problème, je vais mettre des traitements pour récupérer ces eaux usées avant qu'elles aillent dans le milieu naturel, ce qui est une très bonne idée. Mais on voit que ce faisant, on n'analyse pas qui fait quoi avec l'eau et on n'interroge jamais, mais vous dites que vous avez besoin de 10 000 mètres cubes d'eau par jour, mais c'est vrai, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est efficient, etc. Et donc tout simplement, c'est ce qui s'est passé avec l'énergie, il y a maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, où on a commencé à se dire, non mais est-ce que c'est pas n'importe quoi d'avoir des passoires thermiques et de rajouter des chauffages à chaque fois qu'on a froid. On va dire peut-être on va mettre des doubles vitrages, peut-être on va isoler, on va s'en préoccuper autrement. Là en fait nous on fait la même chose, on a donc développé le concept d'efficacité hydrique, en faisant le parallèle. Normalement on ne parle pas d'efficacité hydrique, ça ne veut pas dire grand chose en français, mais on va plutôt parler normalement d'efficience des usages et des traitements de l'eau. Mais c'est long, et efficacité hydrique, ça passe plus facilement. Et on comprend parce qu'il y a eu efficacité énergétique. Et donc nous, on va s'intéresser avant tout aux usages. En fait, un client industriel, par exemple, qui vient nous voir en nous disant « Voilà ma situation », on va lui dire « Ok, qui fait quoi avec l'eau dans ton usine ? Quelles sont les opérations industrielles qui utilisent de l'eau ? Quelles sont les quantités qualité d'eau qui sont nécessaires en entrée ? Quelles sont les quantités qualité d'eau qui vont sortir de chacune des opérations ? Et à partir de là, on commence à avoir une lisibilité de qui fait quoi avec l'eau. Et à ce moment-là, on va se rendre compte que « Ah oui, mais là, vous utilisez 15 mètres cubes pour prendre votre douche. Mais non, ça va pas, monsieur. Vous pourrez faire beaucoup moins. Et puis, vous utilisez tel type de détergent dans votre machine à laver. Ah ben non, ça va pas non plus. Et donc, là, je prends des parallèles très rapides pour qu'on comprenne l'idée. Lorsqu'on est dans un hôpital ou dans un site industriel, on se rend bien compte que, voire même
à l'échelle de plateformes industrielles, c'est-à-dire de systèmes complexes, c'est beaucoup plus important. Mais dans l'idée, c'est ça. On va cartographier en fait qui fait quoi avec l'eau, quelles sont les opérations industrielles. À partir de là, on va identifier premièrement des mauvaises pratiques, des fuites, des gâchis, des améliorations de régulation. Ouais. Par exemple, tiens, votre machine à laver, au lieu de faire à 60, vous allez le faire à 30. Ça sera peut-être la même quantité d'eau. Par contre, vous allez gagner en énergie. D'accord ? Donc là, en fait, on voit qu'avec cette cartographie très très précise, quantité et qualité, on va pouvoir identifier tous les points d'amélioration, tous les points de risque, et donc préconiser des solutions qui vont être organisationnelles ou techniques pour réduire la taille du problème et sa complexité. Deuxième niveau, une fois qu'on a identifié tous ces usages et que les usages qui sont alimentés par une ressource et dont tous les effluents sont collectés pour être envoyés dans la station d'épuration, on va se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas réorganiser tout ça ? Exemple extrêmement simple, quand vous lavez les mains, quand vous devez faire les rincer, pendant les premières secondes, il y a le savon qui part, là je les envoie à la station d'épuration, après ce sont des eaux claires. Je pourrais tout à fait dire, les eaux claires, dans ma maison, je les utilise pour arroser mes plantes. Par exemple, ou mes toilettes, je l'ai vu dans une station-service en France, ça. D'accord ? C'est-à-dire que les eaux, alors eux, ils ne faisaient pas de tri. D'accord ? Nous, ce que l'on va proposer de mettre en place, c'est du tri pour récupérer les eaux claires de manière à ce qu'elles aient un autre usage. Ça peut être une cascade d'usages. Par exemple, il n'y a pas de traitement entre les usages. Je récupère les eaux claires issues de mon rinçage de main, je les mets directement dans mes plantes. J'ai pas besoin de mettre un traitement, quoi que ce soit. Ou pour l'eau des toilettes. Dans les toilettes, il peut y avoir des pré-traitements. Et dans une industrie, il peut y avoir aussi des pré-traitements ou ne serait-ce que des points de contrôle. Donc, on peut faire des cascades d'usages. Mais on peut faire aussi du recyclage. On peut faire à la fin du reuse, c'est-à-dire de la réutilisation des eaux usées qui ont été traitées. Il y a plein de techniques. Mais vous voyez, premier niveau, on identifie, on fait une cartographie. On réduit au maximum tout ce que l'on peut en quantité consommée, en pollution sans investissement finalement. Alors, il peut y avoir des investissements, d'accord, parce que ça peut être des changements de pratique aussi. Je vais vous donner un exemple extrêmement basique. On avait un client en industrie chimique qui fabrique plein de trucs, des peintures, des machins, etc. Bon, donc il a plein de gamelles en fait qui produisent plein de produits en parallèle. Il est non conforme sur un certain paramètre toute l'année. D'accord ? Mais ce paramètre-là, c'est-à-dire cette substance-là, ne rentre pas dans son usine et il n'est pas censé en fabriquer. Traduction, il y a une de ces gamelles ou plusieurs qui fabriquent ce truc, et donc du coup il se les retrouve dans la station d'épuration. D'accord ? C'est normal, il fait de la chimie, il n'arrête pas de mélanger des trucs, il fabrique pas que s'il veut le produit A, il n'y a pas que A qui sort, il a tout l'alphabet. Okay ? Moi je suis docteur en chimie, quand vous fabriquez, quand vous avez des étapes de synthèse, des fois vous avez 20 étapes de synthèse, à chaque fois vous avez des résidus. Impuretés qui se produisent à chaque étape. Bon. Donc on identifie, on fait une cartographie, on identifie le bâtiment, l'atelier en fait qui produisait en très grande majorité cette substance-là. On va discuter en fait avec les opérateurs en leur disant ça vient de chez vous, mais nous on n'avait qu'un point en sortie de bâtiment si vous voulez. Donc en discutant avec eux, avec différentes indications qu'on avait par ailleurs, peu importe, à ce moment-là ils disent ok ça doit être telle opération. Et effectivement ils produisaient cette substance le lundi, c'était un intermédiaire de réaction, c'est-à-dire que c'est une substance qu'ils fabriquent pour eux-mêmes. C'est un intermédiaire de réaction. C'est utilisé dans une autre opération plus tard. Donc il le produisait le lundi, il le stockait et il le consommait jusqu'au vendredi, et samedi, dimanche, ils étaient en arrêt de prod. Et nous, on voyait cette courbe, en fait, qui diminuait. Et donc c'est comme ça qu'on l'a identifié. Bon, ils regardent dans le handbook de chimie, ils se rendent compte qu'effectivement, cet intermédiaire de réaction n'est pas stable et se dissocie pour fabriquer, entre autres, cette molécule qui est là. La conclusion, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait plein de trucs, mais entre autres, ils ont réduit de 2 degrés la température de stockage. Donc, ils ont réduit quoi ? La cinétique de dégradation, parce que du coup, c'était plus stable. Okay ? Et donc, du coup, ils sont redevenus conformes, sans mettre un copec dans du traitement, sans changer aucun tuyau, sans rien du tout, mais ça leur coûte quand même un peu, parce qu'ils ont réduit de 2 degrés. Alors, dans ce cas-là, c'est que dalle, hein, c'est pas ça qui va les... Mais quand on dit, c'est jamais gratuit, parce que quand vous changez, ne serait-ce que des pratiques, quand vous changez des configurations, etc., il y a des coûts, mais qui sont ultra mineurs. Là où ça coûte vraiment, c'est quand vous commencez à scier des tuyaux, rajouter des installations, rajouter des consommations d'énergie, de réactifs, etc. D'accord ? Mais c'est pas toujours le cas. Juste une question là sur l'exemple où vous dites que ça a réduit la cinétique de dégradation. Oui. Mais ça l'a réduit, mais ça ne veut pas dire que ça ne se dégrade pas. Donc est-ce que ça va pas la quantité de cette reporter le problème plus loin dans les... Alors en fait, le produit A qui était fabriqué se dissociait avec le temps parce qu'il était peu stable et il gardait en grande partie A puisqu'il l'utilisait, mais ça produisait aussi B, C, D et E en petite quantité. Okay ? Et B, il se trouve que B posait problème en sortie de site.
D'accord ? Le fait de réduire de 2 degrés la température de stockage fait que la quantité de BCDE produite va être réduite. Et donc du coup, la quantité de B produite qui posait problème a été réduite. Ils ont chuté de 60%. D'accord ? Et donc du coup, ils étaient conformes ensuite. Ok, d'accord. Parce que ils étaient sous les seuils. Ils étaient sous les seuils. Non pas de seuil de détection, mais sous le seuil d'autorisation. Oui. D'accord ? Ils ont une autorisation. Voilà. Donc vous voyez, premier niveau, si je reviens sur mon schéma général, on fait une cartographie, on essaye de réduire au maximum. Deuxième niveau, on essaye de reconfigurer. On peut sortir des eaux claires, comme par exemple ce que j'ai évoqué tout à l'heure, des eaux qui sont très peu contaminées et que je peux, ou pas du tout, et que je peux réutiliser. Mais je peux aussi faire du tri pour sortir les effluents qui sont les plus problématiques et qui sont très concentrés. Et que je dois surtout pas mélanger avec tout le reste de l'usine, parce que sinon je suis obligé de traiter toute l'usine. Ouais. D'accord ? Donc voilà, alors ça c'est un des trucs que je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais dans la conférence de ce matin, voilà, on continue à faire quelque chose au niveau de l'eau qu'on ne fait plus du tout avec les déchets, c'est-à-dire que vous ne mélangez pas le papier avec le verre, avec les médicaments, les épluchures de pommes de terre et tout ça, parce qu'une fois que vous avez tout mélangé, vous pouvez plus rien faire, hein, d'accord ? Dans l'eau, on continue à mélanger à l'intérieur d'une usine, mais c'est ce qu'on fait nous dans notre appartement, d'accord ? On mélange les eaux noires des toilettes avec la douche, avec des trucs comme ça, d'accord ? Et à la fin, j'ai tout contaminé. Donc du coup, je suis obligé de tout surdimensionner, je suis obligé de tout traiter au max et compagnie. Donc le fait de faire cette différenciation, cette gestion différenciée des eaux claires, des eaux intermédiaires et des eaux fortement chargées, ou qui posent fortement problème, ça ne veut pas dire fortement chargées, parce que par exemple ici, on est dans l'industrie pharmaceutique ce matin, au CPPE, vous pouvez avoir quelques molécules dedans, donc vous dites il n'y a rien. Par contre c'est des Formule 1 en termes de toxicité, parce que c'est l'objectif, d'accord ? Pour certaines molécules, l'objectif c'est d'être toxique, d'accord ? Non, mais dans certains cas, c'est pas simplement actif, c'est d'être toxique. Si vous prenez des anticancéreux, si vous prenez d'accord, l'objectif c'est ça. Donc même si vous en mettez une goutte dans une piscine olympique, vous êtes quand même mal barré. Faut pas vous nager dedans, d'accord. Donc là, vous voyez, quand on va parler d'effluents concentrés, c'est pas forcément, je parle rapidement là, concentrés, c'est les effluents qui posent problème. D'accord ? Et que je dois gérer de manière séparée, parce qu'une fois que je les ai mélangés avec tout le reste, en fait j'en ai mis partout. D'accord ? Donc premier niveau cartographie, deuxièmement on peut faire du tri, troisièmement on va tout ce qu'on n'a pas pu éviter, on va le produire en amont et le traiter en aval, mais par contre on aura réduit énormément la taille du besoin et on aura surtout diminué sa complexité, parce que on aura fait du tri, etc. Voilà. Donc là nous ce que l'on fait, c'est qu'on fait de l'amélioration de la performance en fait au niveau de ces procédés en amont et en aval. Voilà. Après, là, je rentre pas dans les détails, mais vous voyez un petit peu, ça, c'est le métier d'Aquacé. Et le deuxième métier, alors premier métier, qui est notre métier originel, c'est d'aller sur les sites industriels et de faire toute cette enquête au départ, préconisation de solutions, etc., etc. Et comme vous le voyez, quand on commence à faire ce type de sport, on est obligé de produire et de collecter un grand nombre d'informations. Je vais refaire un parallèle avec une maison, un appartement. C'est pas avec la facture annuelle ou semestrielle que vous avez une idée de à quel endroit vous consommez de l'eau et à quel endroit vous polluez. Parce que vous n'avez qu'une information ou 2 informations par an, ça écrabouille tout. Ok, donc ça veut dire que vous voyez, si vous voulez faire ça dans votre appartement, il va falloir que vous fassiez des mesures, quantité, qualité, pour savoir que consomme exactement votre machine à laver, parce qu'il y a marqué qu'elle fait tant de litres. Mais vous, comme moi, on n'en sait rien du tout. Hein. D'accord ? C'est marqué sur le papier, c'est tout. Hein. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il va falloir produire. Donc, on se retrouve avec une quantité de données et d'informations qui est extrêmement importante, extrêmement hétérogène. Et c'est à partir de là, on a développé un outil d'analyse de données, de collecte, standardisation et analyse de données en temps réel et sur les historiques longs pour avoir une représentation systémique du parcours de l'eau à l'intérieur d'une usine. Voilà. Et donc ça, il se trouve que cet outil qu'on a développé au départ pour nous faciliter la vie dans nos enquêtes, en fait, on a des clients, il y a maintenant presque une dizaine d'années, qui nous ont dit, mais ce que vous mettez là, votre objet magique là, que vous mettez là pendant quelques semaines pour savoir à quel endroit il faut réagir, est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir toute l'année ? Et donc là, on a une deuxième partie de notre modèle économique qui est de dire, on applique en fait et on développe au fur et à mesure cette solution qui est en mode SaaS. Et donc derrière, on va faire un diagnostic partagé avec le client et on fait une analyse permanente et dans laquelle du coup on peut faire des calculs très avancés en parallèle, en continu. Et donc du coup, c'est une machine qui fait de l'analyse de performance en continu. Voilà.
Exactement. Et alors, donc là, revenons plus spécifiquement dans l'industrie pharmaceutique. En termes de résultats moyens, enfin, je ne sais pas si on peut parler de ça, hein, mais... Non, on peut pas. Il n'y a pas une usine qui ressemble à une autre pour différentes raisons. Premièrement, les process de fabrication, ils ne fabriquent pas tous le même. Par exemple, quelqu'un qui fabrique des comprimés, ça n'a rien à voir avec un injectable, ça n'a rien à voir avec un autre truc, etc. Donc déjà, alors après, on pourrait commencer à dire on fait des grandes catégories. Ok. Deuxième enjeu, en fait, les process qui utilisent de l'eau ne sont pas forcément les mêmes. D'accord ? Donc ça fait une autre diversité. Troisième enjeu, vous pouvez avoir une usine qui est moderne ou une usine qui est ancienne et qui a évolué. C'est pas du tout la même chose d'un point de vue de l'eau, parce que les tuyaux ils sont dans le sol, dans les murs, des fois en aérien, etc. Et vous faites avec ce que vous avez, d'accord ? Donc il est extrêmement difficile de dire voilà l'industrie pharmaceutique consomme en moyenne temps et compagnie. On peut, mais ça veut rien dire. C'est-à-dire que la moyenne n'est pas représentative de l'hétérogénéité de ce que l'on rencontre sur le terrain. Mais c'est valable pour le chocolat, c'est valable pour la chimie, c'est valable pour à peu près tout, d'accord ? Voilà. Et en termes de quick win, par exemple, si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui sont un site d'exploitation, voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire rapidement pour essayer de voir un petit peu Alors, la première chose qu'il y a à faire et qui est reconnue par tout le monde et tous les programmes, et y compris ce matin, on a parlé de la norme ISO 46001, qui est donc Water Efficiency Management System et qui est l'équivalent de l'ISO 50001 pour l'énergie. Le premier truc que vous devez faire, c'est savoir qui fait quoi avec l'eau. Cartographier quoi. Ah, là, vous y coupez pas. Et rien qu'en faisant ça, on estime que grosso modo vous allez déjà faire 10% en moyenne en regardant, de réduction juste parce que vous avez commencé à vous intéresser à ce qui se passe. Ah, c'est bizarre, il y a des du coup on devrait pas en utiliser, on en utilise, il doit y avoir une fuite quoi. Donc c'est ce qu'on appelle, alors il peut y avoir une fuite ou des mauvais réglages. Par exemple, tel atelier est en arrêt de prod le week-end, mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a quand même des consommations d'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait les installations sont réglées pour aussi faire des rétrolavages, y compris pendant le week-end. Ce genre de choses. Oui, non mais c'est d'accord. L'eau, ça a été évoqué aussi pour l'électricité. L'électricité passe dans les câbles, vous savez pas combien il y en a qui passent. L'eau elle passe dans les tuyaux, vous savez pas non plus. D'accord ? Voilà. Mais donc il y a plein de mauvais réglages, il y a plein d'optimisations qui sont à faire. Et donc pour ça, il faut savoir qui fait quoi avec l'eau. Pas simplement en quantité, parce qu'on se focalise surtout, généralement sur la partie quantité. La partie qualité est extrêmement importante, surtout pour l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, si on la compare aux autres grands secteurs, par exemple l'agroalimentaire, mais aussi bien sûr par rapport à la chimie, l'industrie pharmaceutique consomme peu d'eau, d'accord, prélève peu d'eau. C'est pas un gros consommateur, ok. Par contre, au niveau de la qualité, alors ils ont un énorme enjeu de qualité à l'intérieur de l'usine, parce que des eaux PPI, parce que des eaux de qualité qui coûtent très très cher, d'ailleurs, et donc qu'il faut surtout pas balancer dans les égouts, par exemple, parce que c'est une eau qui peut. On en a discuté hier avec un représentant de Sanofi qui disait qu'ils ont fait cette évaluation pour une qualité d'eau donnée. Rentrons pas dans les détails. Selon les sites, c'était de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros. Le mètre cube. Eh oui. C'est combien un mètre cube pour la même qualité ? Un mètre cube d'eau en France, c'est environ 1000 litres. Ah, merci monsieur. Bravo. J'ai bien fait de venir. En euros. Par exemple, moi dans ma maison, je paye combien le mètre cube d'eau ? Alors, c'est très variable au niveau français. L'eau, c'est local. C'est extrêmement hétérogène. D'accord ? Donc, vous avez, si on change de sujet, on revient sur l'eau potable. Si vous êtes de l'eau qui est prélevée en surface, en profondeur, vous êtes en stress hydrique, est-ce que l'eau est de bonne qualité ou de mauvaise qualité ? Vous êtes obligé d'avoir une infrastructure, un service de l'eau qui va être adapté à la situation. Ok. Et donc, les coûts d'accès à l'eau vont être différents. Les coûts de traitement de l'eau vont être différents. Les ordres de grandeur, c'est quelques euros le mètre cube. Alors, c'est pas uniquement la partie eau potable, parce que là-dessus se rajoute, bien sûr, ça comprend aussi l'assainissement, d'accord ? Ça comprend aussi les taxes, etc., etc. Donc, selon les situations, ça va varier. Les proportions, etc., vont varier. Mais on va dire, les ordres de grandeur, c'est quelques euros le mètre cube. Et très probablement, ça, c'est en train d'augmenter. Vous avez vu peut-être dans les médias, dans les quelques derniers mois, pas mal de collectivités qui commencent à dire là, il va falloir qu'on augmente le prix de l'eau. Comme ça, là, pas simplement. Il y a des problématiques qui sont liées à la sécheresse et à l'épuisement des ressources, mais il y a des problématiques qui sont liées aussi au renouvellement des réseaux. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on est dans des réseaux d'alimentation en eau potable, de distribution, qui ont été implantés dans les années 50, 60, 70 surtout, et avec des durées de vie des réseaux qui sont 50 à 60 ans. Bah, tiens, on est en 2024, c'était à 50 ou 60 ans. Bah, tiens, il faut renouveler tous les réseaux. Si vous êtes une grande ville, ok, et que vous renouvelez 1 kilomètre de réseau d'eau potable, et que sur ce kilomètre linéaire de réseau d'eau potable, vous avez, je dis n'importe quoi, 1000 habitants, vous dites, ok, ça me coûte 100 000 euros. Bon, bah, ça fait 1000 euros par habitant sur 10 ans, ça fait 100 euros, divisé, ça fait quelques centimes au mètre cube. Ok. Si vous êtes une collectivité rurale, vous dites, il faut que je change mon kilomètre de réseau. Ça me coûte 100 000 euros, admettons. Ils sont 3 dessus. Bon alors, vous faites un pot le soir au bar et puis vous leur dites, juste, vous avez payé 30 000 euros chacun. Non. Donc là, on a des problématiques en fait qui ont été assez mal anticipées selon les territoires et qui font que y a un énorme renouvellement des installations de manière générale. Ça peut être aussi le stockage de l'eau, les châteaux d'eau, etc. Parce que la France a développé toute cette infrastructure il y a 50-60 ans et puis maintenant, il va falloir le rénover, le changer, tout ça. Et là, on est face à, pour certaines collectivités, franchement, des falaises d'investissement. C'est un très gros problème au niveau national. Voilà. C'est un peu écarté du sujet, mais c'est pas grave, néanmoins c'était quand même assez intéressant. Voilà. Moi, vous avez dit que pour des sites différents d'un même groupe et pour la même qualité d'eau pharmaceutique, parfois ça allait de quelques dizaines à quelques centaines d'euros. Oui, c'est et ça oui. s'explique comment? Alors parce que en fait, là on va parler de coût global de l'eau. Donc ça c'est extrêmement important, c'est ce que j'ai évoqué ce matin extrêmement rapidement. En fait, quand on va parler du coût de l'eau, les gens vont nous dire, on prend une entreprise, on lui dit ça vous coûte combien l'eau? Alors il va nous sortir sa facture d'alimentation en eau, il va nous dire j'en ai pour tant de milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros point à la ligne. Parce qu'il y a des mètres cubes, j'ai pris tant de mètres cubes qui coûtent X euros, j'ai multiplié, ça me fait tant. Là-dessus, ils ont les taxes agences, ils ont les SU, etc. Bon, donc là pareil, ils ont des mètres cubes ou des qualités, parce qu'ils payent aussi pour les rejets, ils ont des taxes. Bon, ok. Et ils disent c'est ça mon coût de l'eau. Alors, on leur dit non. Pourquoi? Parce que en fait, ça c'est le coût d'accès à l'eau. Parce qu'en fait, le coût de l'eau, c'est que vous avez des installations pour ensuite les traiter, faire des eaux de qualité, des eaux osmosées, des eaux PPI, etc. On reventile ça. Et toutes ces installations-là, elles consomment de l'énergie. Okay. Toutes ces installations-là, elles consomment des réactifs. Elles consomment du temps de travail. Elles consomment de la gestion des emmerdements, etc., etc. Et là, vous commencez à dire, ok, combien? Et selon la taille des installations, si vous avez une installation qui est bien dimensionnée, le coût il va être optimisé. Par contre, une installation qui a été surdimensionnée, elle vous a coûté une blinde et vous l'utilisez à 10%, le coût du mètre cube, il devient un peu gros. D'accord? Donc là, il y a une analyse, là encore, de l'adéquation entre les installations, les besoins et l'évolution. Ça, c'est un point qui est très important. Une usine qui a été construite il y a 30-40 ans, elle n'est pas restée comme ça, ils n'ont rien fait. Oui, ils ont changé des lignes, ils ont changé des machins. Oui, mais les tuyaux, la plupart du temps, et la station d'épuration de départ, etc., ça a eu un dimensionnement. Et donc là, on peut avoir des inadéquations entre les anciennes installations, qui ont coûté un certain prix et qui consomment de l'énergie, des réactifs et compagnie, et le coût. Et donc, d'où ces différences-là. Il y a d'autres éléments, mais c'est pas à moi de les dire. Mais ça m'a été confié hier, parce qu'il y avait une soirée de gala, et donc, comme on boit pas que de l'eau, j'ai eu quelques informations. C'est une blague. Ok, et donc là, il y a plusieurs questions qui vont arriver. Donc la première, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour... Donc là, on est un site industriel. Là, on va être challengé de plus en plus sur la quantité d'eau utilisée. Et la qualité des eaux rejetées. La qualité des eaux rejetées. Donc là, il va y avoir un problème. Donc là, on est encore dans l'anticipation, je pense. Non. Il y a déjà des lois qui passent comme ça pour dire... Non, c'est surtout qu'ils ont tapé dans l'iceberg. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau. L'usine a été arrêtée. D'accord. Ou alors ils ont eu droit à 50%. L'usine Pharma de manière générale. Okay. Voilà. Donc là, on leur a dit... Pas forcément en France, d'accord, mais nous, on travaille principalement pour des grands comptes industriels qui ont des sites industriels un peu partout et donc qui ont déjà eu, hélas, l'occasion de rencontrer des problématiques liées à l'approvisionnement en eau. Quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Ou à la capacité de rejet. C'est-à-dire qu'une usine a une autorisation de rejet en milieu naturel, par exemple, mais ça suppose qu'il y a un milieu naturel. Parce que si on est à l'étiage et qu'elle a été divisée par deux et qu'au fond de la rivière vous avez un filet d'eau, et ben les autorités viennent en vous disant non, ce que vous avez autorisé, non, là vous avez juste défoncé tout parce que le rejet n'est plus dilué. Donc en fait, c'est pas une problématique en amont d'approvisionnement,
c'est une problématique en aval au niveau du rejet. D'accord ? Vous pouvez avoir après des problématiques qui sont pas simplement, ça c'est des problématiques on va dire physiques, vous pouvez avoir aussi des problématiques qui sont que vous recevez une jolie carte postale de l'Adréal qui vous dit toute la région elle est en stress hydrique et puis on pense que ça va s'aggraver, donc là vous allez nous pondre un plan de X dizaines de pourcents de réduction structurelle, plus un plan complémentaire de X dizaines de pourcents conjoncturel lorsqu'on va rentrer de nouveau en crise. Donc là, et là peut-être que vous avez de l'eau, vous pensez avoir de l'eau. Le problème c'est que vous rentrez en conflit d'usage avec tous les autres acteurs du territoire. D'accord ? Ok. Voilà. Donc là, pour ceux qui ne savent pas encore, ça existe. Ah oui, bien sûr. Oui. Et donc ensuite, c'est maintenant au final qu'on sait ça, finalement, il va falloir faire un plan. Un plan pour réduire ses émissions, pour pouvoir continuer à produire. Et donc c'est finalement là dès maintenant, il faut absolument agir parce que ça va arriver de plus en plus. Et donc alors, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner en lançant un plan ? Je ne sais pas si on peut répondre comme ça. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est difficile ? Oui, alors là, avec ce que je viens d'évoquer sur, par exemple, un exemple très simple de production d'eau de qualité, une OPPU, une eau osmosée, et on dit, tiens, effectivement, à l'acquisition, elle me coûte environ 1 euro le mètre cube, mais une fois que je l'ai produite en eau osmosée, peut-être qu'elle me coûte 30. Si je la gâche, j'ai perdu 30 euros. Hein. Puis si j'en gâche 1000 par jour, vous voyez combien ça coûte. Bon, mais ça, c'est juste la première tranche de l'iceberg. Parce que derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, elle est utilisée partout dans toute l'usine, pour toutes les opérations, généralement la quasi-totalité des opérations de production. Si vous avez une problématique qui n'est pas une problématique environnementale, amont ou aval, mais une problématique de performance de la gestion de l'eau à l'intérieur de l'usine, parce que vous avez des contaminations, parce que votre truc il est mal réglé, c'est votre prod que vous flinguez. Ouais. Là, les coûts ils sont au-delà. Exactement. Donc en fait, le premier moteur des entreprises qui viennent nous voir, c'est une problématique de performance industrielle. D'accord ? Ils ont aussi des contraintes environnementales et ils ont aussi des objectifs environnementaux, mais beaucoup de nos clients viennent en nous disant en fait, notre production est limitée. Alors il y a un truc que vous tapez aussi sur Internet, hein, vous tapez centrale nucléaire, arrêt de tranche, sécheresse, et vous allez voir qu'en France, on a été obligé de réduire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les poissons, à partir d'une certaine température, ça ne fonctionne pas. Et tout comme ils ont des rejets qui sont chauds, ils sont obligés de limiter aussi les rejets, des problématiques environnementales. Et avec la biodiversité. Alors la biodiversité, voilà. Bon, donc du coup, ils ont un premier moteur qui est, du moment qu'ils commencent à comprendre, et ça pour nous, le premier enjeu, c'est de leur faire comprendre quelle est la nature de l'enjeu eau. Oui, vous avez une problématique environnementale, mais vous avez aussi une problématique industrielle dans la capacité de production de manière performante, et vous avez une troisième problématique qui est économique. Parce que produire de l'eau en disant non mais vous allez voir de toute manière tous les traiteurs d'eau vont vous dire mais il n'y a pas de problème parce que je peux tout traiter. Je peux mettre une usine de dessalement, c'est ce qu'ils ont fait, j'ai appris ça là il y a 2 jours dans une autre conférence au Chili apparemment, donc ils ont des mines pour le lithium. Alors le Chili c'est pas tout plat, hein, donc ils ont fait une usine et ils ont pas d'eau. Et donc ils ont fait une usine de dessalement d'eau de mer en bord de mer. L'eau remonte de 2000 mètres en altitude et ensuite ils ont 250 km de canalisation pour arriver à la mine. Est-ce que vous imaginez le coût énergétique ? Alors vous, les shifters avec le bilan carbone et compagnie, vous avez bien compris que là, il y a un léger souci. D'accord ? Donc vous voyez, vous avez une problématique, un enjeu environnemental qui est plus ou moins grave, docteur, selon où vous êtes, votre activité, l'âge de votre usine et compagnie. Et peut-être que vous n'en avez pas d'ailleurs. Vous avez une problématique de performance industrielle qui est liée à votre capacité de production, à la qualité des produits. Par exemple, si vous avez de l'eau qui rentre dans votre produit fini. Par exemple, vous fabriquez des soupes. Si vous êtes trompé, c'est un peu ballot. Ouais. D'accord ? Voilà. Si vous produisez des médicaments et que vous êtes trompé, c'est un peu ballot aussi. D'accord ? Donc là, vous avez une problématique de qualité, une problématique industrielle, de conformité, et vous avez aussi une problématique économique, parce que vous dites, ah oui, mais du coup, si j'ai des problèmes environnementaux, si j'ai des problèmes industriels, je vais juste rajouter des traitements, et donc ça ira bien. Oui, mais alors à partir de quoi votre coût au mètre cube, il va juste faire fois X. Parce que taille des installations, énergie, machin, et le hamster, il accélère encore plus dans sa roue. D'accord ? Donc, tant que les gens n'ont pas compris... Voilà. Tant que les gens n'ont pas compris que... j'ai un très bon exemple là-dessus, j'en parle après. Tant que les gens n'ont pas compris quelle est la nature de l'eau, et que ce n'est pas qu'une problématique environnementale, voire pour les industriels, c'est que peu une problématique environnementale, sauf pour la problématique des rejets et pour ceux qui consomment énormément, parce que c'est ponctuel, en fait, ils pensent que ça va passer, etc. Alors, très bon exemple sur ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Il y a 2011, la ville de Barcelone commence à taper un peu dans l'iceberg, c'est en Espagne, donc la Méditerranée, c'est un des hotspots du réchauffement climatique. Comme vous le savez, le changement climatique, son premier impact, c'est
c'est le cycle de l'eau. D'accord ? La crise climatique est une crise de l'eau. Ok ? Vous prenez le rapport de l'ONU, etc. Ils le disent, c'est la première page. Ok. Donc eux, ils commencent à taper dans l'iceberg parce qu'ils sont un petit peu plus en dessous que nous, un peu plus au sud. Et donc ils disent, ah bah oui, on a le risque de rupture d'alimentation en eau potable, bougez pas, on va fabriquer la plus grosse usine de dessalement d'eau de mer d'Europe. Là, pas du monde parce que c'est l'Arabie Saoudite. Dubaï, d'Europe. Ouais, c'est bon, là, on en prend pour des siècles. Moyennant quoi, on est en 2024, ils alimentent Barcelone en tanker. Ouais, d'un camion, ouais, non, c'est ça ? En tanker, en bateau. Ouais, de France d'ailleurs, non ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont continué à dire open bar. Ouais. Continuez à multiplier les usages, continuons à faire n'importe quoi avec l'eau. Bah non, ça marche pas. Hein, ça marche en fait, pas, au lieu d'essayer de réduire la consommation, voilà. ils ont directement. Il faut pas simplement réduire la consommation. Il faut réduire la consommation, il faut réduire la pollution émise, il faut réutiliser certaines eaux. Il faut arrêter de défoncer les systèmes naturels parce qu'on a asséché les cours, on a rectifié les cours d'eau, on a imperméabilisé les sols, on a asséché les zones humides. Mais en fait, tout ça, c'est ça qui crée l'eau. C'est pas le contraire. Justement, à ce sujet, pour le réchauffement climatique, on a des objectifs clairs de réduction au niveau internationaux et dans chaque État de l'empreinte carbone. Mais pour l'eau, parce que là, la limite planétaire de l'eau douce, elle a été franchie. Oui, comme les autres. Oui, comme ça nous a pas arrêté, la majorité des autres. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez des ordres de grandeur de, je sais pas, on arrive à un industriel et en fait, si vous vouliez préserver les écosystèmes, l'environnement, en fait, il faudrait que chaque personne réduise de temps sa consommation d'eau par an. Alors, premièrement, selon nous, et pourtant, vous voyez, je suis shifter, je suis tout ce qui se passe avec Jean-Marc Jancovici, c'est à fond, c'est super, etc. Par contre, vous êtes des psychopathes du carbone. Il va falloir vous calmer. Vous êtes des psychopathes du carbone. Il n'y a pas que le carbone. Et c'est super. Est-ce qu'il a réussi à faire dans les dernières années pour mettre dans la compréhension de cette la notion systémique en fait d'énergie, qu'on n'est pas chez Harry Potter et les licornes magiques et qu'à chaque fois que je fais un truc, ça a des conséquences, etc. C'est super. Mais le carbone, c'est une toute petite partie du problème là. La biodiversité qu'on a défoncée à 80%, c'est pas le carbone. On a défoncé le cycle de l'eau, notamment tout le parcours au niveau de la Terre, c'est pas le carbone. C'est parce qu'on a asséché les cours d'eau, etc. Et d'où ma question, on sait du coup ? Alors, premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est complètement différent par rapport au carbone, c'est que le carbone, c'est global et c'est un stock. Parce que vu l'échelle à laquelle ça va se dégrader, on va dire que c'est un stock qu'on balance dans l'atmosphère. L'eau, c'est exactement le contraire. L'eau, c'est le local. En fait, mon usine est à Tataouine. Et ce qui m'intéresse, ce sont les masses d'eau de Tataouine. Ce qui se passe dans le nord du Canada, c'est sympa pour les Canadiens, mais ça ne me concerne pas. Si mes masses d'eau sont asséchées, je suis bien embêté. Si je les ai contaminées, je suis bien embêté. Et donc, la gestion de l'eau, c'est une question locale. D'accord ? Mais il y a quand même une question de justice. On parle de justice climatique, on pourrait dire une justice de l'eau. Alors, je ne sais pas où c'est que vous avez vu une justice climatique. Non, mais vous êtes bien optimiste à mon avis. Non, on parle de ça, qu'il faudrait qu'il y ait ces notions-là. On peut en parler. On pourrait dire pareil pour l'eau, du coup. Bien sûr. Alors, les actes des uns impactent les autres. Nous, on a un directeur industrie d'un grand site, d'un grand groupe industriel qui est parmi nos clients en chimie. On était en réunion avec eux. Donc lui, il est directeur industrie monde. Et donc il a dit, nous arrêterons nos usines à cause de l'eau, bien avant de les arrêter à cause du carbone. L'eau, c'est physique, c'est maintenant. Vous n'en avez pas, votre usine, elle s'arrête. Le carbone, vous l'émettez, tout le monde se réchauffe, vous comprenez, etc. On continue. Bien sûr. Qui c'est qui a freiné ? De toute façon, toutes les présentations de Jean-Marc Jancovici montrent bien qu'il n'y a personne qui freine. On mettra plus de systèmes de refroidissement en base d'eau. Machin, etc. C'est tout. Et voilà, à la COP 158, on verra peut-être qu'il y aura une inflexion. Voilà, tout ça, faut atterrir, quoi. Donc pour l'eau, il n'y a pas on ne peut pas avoir cette approche globale parce qu'en fait, c'est local et que c'est extrêmement hétérogène. Par exemple, nous, on est basé à Limoges. Le sous-sol, c'est un socle granitique. Autant dire que vous pouvez forer, vous n'allez pas trouver énormément d'eau parce que c'est du granit. La Bretagne, c'est pareil, compagnie. Vous faites quelques dizaines de kilomètres, vous arrivez dans quelques dizaines de kilomètres, vous sortez du socle granitique, vous avez là des nappes phréatiques, des nappes profondes, etc. Les activités qui se passent là-bas, les activités qui se passent à Limoges, c'est complètement différent, d'accord ? Donc, la vraie question pour les collectivités comme pour les entreprises, c'est de dire, mais en fait, dans mon système eau, par exemple, mon sous-bassin, mon sous-bassin versant, quelles sont les ressources en eau, quelles sont les ressources renouvelables, quelles sont les ressources qui sont très, très faiblement renouvelables, quels sont les usages qui sont présents sur le territoire. On revient sur, mais qui fait quoi avec l'eau sur mon territoire ?
avec qui je vais rentrer en conflit si jamais il y a une crise, avec qui je vais rentrer en conflit si moi je pollue, s'il y a quelqu'un qui pollue la nappe dans laquelle j'étais censé faire mes prélèvements, qu'est-ce que ça a pour moi? Là, c'est ultra local. Et donc, en fait, il n'y a pas de... on va dire, il y a une méthode d'analyse de territoire, notamment qui est portée par certaines des agences de l'eau, HMUC, alors je les oublie tout le temps, mais ça doit être hydrologie ou hydrogéologie, milieu, usage, climat, parce que ça, quand vous faites votre analyse, c'est super. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Parce que le système, il est en train de faire des hauts et des bas, et c'est ça qui tue pour la partie haut, c'est ça qui pose problème. D'accord? C'est le fait d'avoir, à un moment donné, sécheresse estivale, sécheresse hivernale, sécheresse printanière. Ah bah, vous dites, c'est ce qui s'est passé en Espagne. L'Espagne, nous, on a eu beaucoup d'eau derrière. L'Espagne, ils sont toujours pas sortis. Le Maroc, ça fait 5 ans qu'ils sont là-dedans. Hein. Donc, je peux vous montrer tout à l'heure. Vous avez, pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez suivre une association qui s'appelle Nechfat. Vous la trouvez sur LinkedIn. Alors ça s'écrit comme ça se prononce, Nechfat, N-E-C-H-F-A-T-E. Et eux, ils suivent, c'est des scientifiques qui sont basés au Maroc, et ils suivent justement énormément de données au niveau local. Vous voyez le taux de remplissage de la totalité des barrages au Maroc à partir de 2015. En moyenne, au total, ils sont à environ 80-85%. Et puis là, ça se dégrade, ils sont en moins de 15%. Ils ont des plus gros barrages de style 2,4 milliards de mètres cubes, ils sont remplis à quelques pourcents. Ouais, du coup, vous pouvez rajouter tous les barrages que vous voulez. Il pleut pas. C'est pour ça que derrière, l'Espagne aussi a rajouté, ils ont, je crois, plus de 1200 bassines. Et ils ont développé une activité en fait liée à l'agriculture intensive à partir de ça. Mais vous pouvez rajouter encore des bassines. S'il pleut pas, il pleut pas. Ouais, donc après, on commence à épuiser les nappes. Mais les nappes, comme elles se renouvellent pas parce qu'il pleut pas, parce qu'il faut quand même revenir sur un truc. Hein. L'eau qu'on a sur nos territoires, c'est que la pluie. Si vous changez le climat, ce qu'on a fait, et que vous changez le rythme de la pluie, juste vous avez cassé votre système. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'eau, ça veut dire que c'est ce qui est en train de se passer dans certaines régions en France. Vous prenez des trompes d'eau, moyennant quoi ça ruisselle, ça va vers la mer, ça ne rentre pas dans les nappes. En plus, comme c'était imperméabilisé, machin, etc., de toute manière, vous avez là. Donc l'eau ne reste pas sur le territoire. Et ensuite, vous avez une période de sécheresse pendant X mois. D'accord ? Ça ne peut pas fonctionner. La totalité des activités humaines et la totalité des écosystèmes se sont développés en adéquation avec le climat et avec le cycle de l'eau. Ce climat et ce cycle de l'eau sont en train de se barrer, tout le monde va être en inadéquation. Alors si vous habitez à Tourcoing, à Perpignan, etc., ça ne sera pas la même histoire. Et c'est pour ça que je dis, il faut voir au niveau local, quelle est la situation et quelles sont les tendances. Donc vous avez par exemple ici, on est en Normandie, le conseil régional normand a fait le GIEC normand. D'accord ? L'agence de l'eau à Dour-Garonne a fait Garonne 2050 en disant on va vers où quoi ? Pas simplement sur le climat, sur quand je croise mes usages et les ressources. Le stress hydrique, c'est pas qu'il n'y a pas d'eau. Le stress hydrique, c'est quand la quantité d'eau disponible est insuffisante par rapport à vos usages, à vos besoins. Là, vous êtes en stress. Si vous êtes au Canada, première grande réserve d'eau douce du monde, et que vous en avez besoin de 2 fois plus, vous êtes en stress hydrique. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une partie de vos usages, ça marche pas, ou ça marche pas. Voilà. Ça, c'est fou. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que on commence à comprendre dans nos pays, parce que ceux qui étaient déjà en stress hydrique avant, ils savaient bien. eux, ils savaient. Et nous, même en France à l'époque, quand on n'était pas dans le monde qui est un grand bienfait, le monde de j'ouvre le robinet, il y a de l'eau propre qui coule, je tire la chasse, il y a tout qui... à tel point que vous posez la question à n'importe qui, je vais vous la poser à vous, je ne sais pas où vous habitez. Est-ce que vous savez d'où vient votre eau potable ? De quelle ressource ? Moi je suis en Quelle est la ressource qui est utilisée pour fabriquer votre eau potable ? Est-ce que c'est une rivière ? Est-ce que c'est une eau profonde ? À quel endroit ça se passe ? Vous en savez rien ? Non. Ok. Non. À quel endroit vont vos eaux usées ? C'est les centrales d'épuration. Les stations d'épuration. Et donc derrière, vous savez savez où sont les rejets. Ok ? Bon, mais posez la question à la quasi-totalité, tout le monde est déconnecté du système eau. On est chez ce que j'appelle Harry Potter chez les licornes magiques. J'ouvre le robinet, l'eau propre et coule, je tire la chasse, ça part, c'est magique. Bon, mais ça n'existe pas. C'est vrai que c'est un peu magique quand même. Ça, et c'est un bienfait. Je peux dire que quand tu as des toilettes sèches, tu te rends compte. Oui, mais moi je trouve que les toilettes sèches, c'est vraiment. Oui, c'est super. C'est pas mal. Hein. Il faut pouvoir le mettre en place, il faut avoir une maison adaptée, etc. C'est pas, on peut pas déployer ça partout n'importe où, non, ça marchera pas. Mais ça fait partie des solutions. Il faut pouvoir bref, c'est complètement hors sujet. On est reparti. Bon, donc je sais plus pourquoi je suis parti là-dessus, mais voilà. Sur le stress hydrique. Stress hydrique, effectivement, c'est la différence entre le besoin et la ressource, et la disponibilité, d'accord ? Et ça, il faut avoir en tête quelque chose, c'est tous les jours.
Le bilan annuel, vous en foutez, hein. C'est pas ça la question. C'est si à un moment de l'année. Ouais, exactement. C'est comme la trésorerie où j'utilise souvent l'image de l'enfant qui est malade. Hein. Vous avez un enfant, le médecin il vient vous voir et vous dit vous inquiétez pas. Là, pour cette année, il est prévu qu'il ait 37,4 de moyenne en température en moyenne annuelle. Voilà. Bon, pendant 3 jours, il a 43. Bon. Mais c'est pas grave, la moyenne annuelle elle est bonne. Elle est bonne. D'accord. En fait, c'est local et temporel. C'est local et temporel. C'est local parce que vous dépendez totalement d'une ressource hydrique locale, sauf des cas ultra particuliers. Et deuxièmement, vous en avez besoin tous les jours de l'année. Et c'est pas réversible selon les activités. D'accord. Par exemple, prenons l'agriculture. Si vous le dites, pendant un mois, vous n'aurez pas d'eau, mais en décembre, vous en aurez 4 fois plus, et vous dites, qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça marche pas. Parce que vous avez flingué mon système de production. C'est-à-dire que ça ne reviendra pas à l'initial. D'accord. C'est bien sûr valable pour les milieux naturels. Là, on est sur le bassin de la Vienne. Donc, le PTB, établissement public territorial de bassin de la Vienne, que je salue par ailleurs, ils ont fait une étude. Ils ont montré que, je crois que c'est en 2019, X dizaines de % des cours d'eau du bassin de la Vienne étaient en ASEC. En ASEC, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau. Après, vous avez les ruptures d'écoulement, parce que l'eau, elle coule, ça s'infiltre, et puis ça réapparaît un peu plus loin. Okay. C'est une rupture d'écoulement. Mais en ASEC, c'est que vous n'avez plus d'eau. Vous imaginez bien que les milieux naturels, toute la biodiversité qu'on évoquait tout à l'heure, quand vous leur dites vous êtes un milieu aquatique, mais vous aurez de l'eau dans 2 ans, non, il n'y a plus rien. Et le temps que ça se remette, etc. D'accord. Voilà, l'eau, c'est local et c'est quotidien. Alors, quand on repart, du coup, finalement, sur les gens, tout est super intéressant. Mais du coup, là, par rapport aux personnes du coup, qui nous écoutent, qui sont plutôt dans l'industrie pharmaceutique, l'important pour eux, c'est très rapidement là, il faut avoir un plan. Oui. Il faut avoir une connaissance de son milieu. Qui fait quoi avec l'eau? Déjà, à l'intérieur de l'usine, le premier truc, c'est à l'intérieur de l'usine, est-ce que vous savez précisément qui fait quoi avec l'eau? Comment ça fonctionne? À quel endroit passe les... Alors, l'industrie pharmaceutique fait partie des meilleurs élèves sur la connaissance des réseaux, etc. etc. D'accord? Parce que c'est par nature, voilà, par nature, leur process nécessite d'avoir les plans sont là. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus anciens, avec des vieilles usines, etc. D'accord? Bon. Donc, le premier truc, c'est est-ce que je maîtrise les flux physiques? À quel endroit passe l'eau? À quel endroit est-ce qu'elle est utilisée? À quel endroit sont les effluents? Ok. Deuxièmement, les flux de data. Quelles sont les données qui décrivent ces flux physiques? Est-ce que j'ai des capteurs au bon endroit? Est-ce que j'ai des mesures au bon endroit? Etc. etc. Troisièmement, est-ce que j'ai une organisation qui gère les flux physiques et qui gère les flux de données? Parce que ça ne se gère pas tout seul. Bon, vous avez déjà ces 3 niveaux-là. Ça, c'est très très rare qu'on ait ces 3 niveaux qui soient, on va dire, performants. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'était pas l'enjeu. Ils ne sont pas plus stupides que nous. C'est parce que jusqu'à présent, ils n'en avaient pas besoin. Il y avait de l'eau, ça coûtait pas cher, ça tourne, voilà. Et maintenant, le problème, c'est qu'on se rend compte... Alors, parce qu'ils faisaient des erreurs aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils faisaient cette erreur de coût de l'eau. Par exemple, tous les coûts énergétiques qu'on évoquait tout à l'heure, ils sont mis dans le bloc énergie, dans la comptabilité analytique. Donc nous, c'est un type de travail qu'on a fait avec des acteurs. Ils nous ont dit, ça c'est le coût de l'eau, colonne de gauche, ça c'est le coût de l'énergie, colonne de droite. On leur a dit, alors on va remettre les petits pots au bon endroit, ça et ça, c'est l'énergie de la station d'épuration, donc c'est un coût de l'eau, ça et ça, c'est les utilités, c'est un coût de l'eau, etc., etc. Et donc du coup, il y a une grande partie de ce que l'on croit être l'énergie, dans la réalité, et l'énergie liée à l'eau. Et donc si je réduis de 50%, je dis n'importe quoi, mes consommations d'eau, je peux réduire par 2 le nombre de pompes, je réduis par 2 la consommation d'énergie des pompes, la maintenance des pompes, etc. etc. L'eau, c'est un levier de performance. Ça, c'est important. On cible une performance environnementale première, réduire mes prélèvements et mes rejets de pollution, mais par voie de conséquence immédiate, j'ai un impact sur ma performance énergétique, ma performance économique, ma performance industrielle, parce que j'ai libéré du temps machine, parce qu'au lieu de faire un lavage pendant 8 heures, je l'ai fait pendant 4 heures, j'ai gagné de l'eau, mais j'ai gagné 4 heures de machine. Ouais, c'est vrai. D'accord, etc., etc. Bon, et ça, c'est quelque chose, pour le coup, c'est pas que c'est nouveau, c'est que jusqu'à présent, c'était pas perçu. Ouais. C'était pas perçu. Alors, se rajoute maintenant, et c'est pour ça qu'ils commencent à le percevoir, la problématique environnementale de stress hydrique, de coûts, etc., de contraintes réglementaires aussi. Hein. Là, nous, on est arrivé chez des gens qui, en termes d'autorisation de rejet, comme paramètres, ça n'a rien à voir avec leur activité. Hein. Ils n'étaient pas suivis sur les médicaments. Hein. Eh oui. Donc là, eux, ils disent on est conforme. Ouais. Ah ouais, vous êtes conforme parce qu'on ne vous contrôle pas.
où on vous contrôle pas au bon endroit. Ouais. Voilà. Et donc, vous voyez un peu le truc. Donc là, maintenant, dans les dernières années, Magie. comme ça a commencé un petit peu à se tendre, du coup, on soulève les tapis et là, ils commencent à découvrir, ah bah ouais, c'est vrai, en fait, c'est vrai, l'énergie de l'eau, c'est ci, etc., etc. Et donc, ça a été présenté notamment par Maurice Auguste, qui est vraiment une des personnalités, en fait, les plus éclairées, en fait, sur ce sujet. Ben voilà, maintenant, ils commencent à avoir des études sur site, voire sur des groupes de sites industriels pour avoir des remontées de données, d'où des évaluations qui ont été présentées ce matin, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, maintenant ils ont tapé dans l'iceberg et donc ils commencent à regarder un peu plus loin. Voilà. Excellent. Ok, je pense qu'on a fait un tour d'horizon qui est quand même important. Est-ce que t'as encore des questions? Ah ouais, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début, qui est peut-être un tout petit peu éloignée de ça, mais qui concerne quand même l'industrie de la pharma et de la santé. Est-ce que vous êtes consulté pour les problématiques de rejet de principes actifs après leur évacuation? Donc une fois qu'ils ont été consommés et utilisés par les patients, donc on va plutôt, et donc là il y a plus un problème de biodiversité, pollution des eaux, parce qu'on retrouve des perturbateurs endocriniens, des principes actifs. Vétérinaire, on a de tout. Donc effectivement, donc en fait vous avez des rejets ponctuels, d'accord. Par exemple au niveau de sites de production, enfin vous pouvez avoir des rejets ponctuels au niveau de sites de production. Nous par exemple on a un client, là maintenant son objectif c'est 0 substance active dans ces rejets. Donc même après qu'ils dans ces rejets au niveau du site, d'accord, 0 substance, parce que jusqu'à présent c'était pas forcément le cas et on lui demandait pas, que ça soit bien clair, il est pas du tout, c'est normal. Donc là il a dit ok, moi maintenant je vais beaucoup plus loin que tout ce qu'on va me demander, parce qu'il se projette déjà et dit maintenant je veux tout gérer et je veux plus avoir que mes sites de production à terme aient un impact sous cette forme là. Ils auront un autre impact parce que ils consomment de l'énergie, machin, compagnie, donc ils sont pas bons, mais sur cet enjeu là ils ont dit on veut être radical, fermé, et du coup, ça marche. Voilà, on veut vraiment maîtriser, etc. Donc là c'est les points les plus faciles à gérer. Ensuite vous avez d'autres endroits qui sont aussi des émissions ponctuelles mais qui sont plus difficiles parce que c'est pas du process. C'est par exemple un hôpital. Un hôpital va consommer, et c'est normal, énormément non seulement de médicaments mais aussi de produits désinfectants, etc., etc. Et donc derrière on va avoir des rejets qui peuvent poser problème. Bizarre, quoi. C'est ça le nombre de patients qui vont uriner du coup des substances actives en quantité. Exactement. Les tuyaux de sortie d'eau d'hôpital, ça doit être. Voilà, vous avez des thèses là-dessus sur le suivi des médicaments dans les réseaux d'eau usée urbaine pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et là, pareil, vous avez une très grande hétérogénéité parce que vous avez des hôpitaux qui datent de Mathusalem et des hôpitaux qui sont modernes, avec des gens qui ont eu les moyens et des gens qui n'ont pas eu les moyens, parce que c'est sûrement pas moi qui veux jeter des pierres à l'hôpital vu ce qu'on lui fait avaler comme couleuvre dans les 50 dernières années là. Donc ils font avec ce qu'ils ont, pas beaucoup. Mais vous voyez, c'est une autre problématique qui est aussi une émission ponctuelle à un endroit donné, à un point donné, mais par contre vous n'êtes pas en train de régler un process. Et puis vous pouvez pas dire tiens on va arrêter les médicaments, on ferme un peu le tuyau parce que du coup ça marche pas. Si un peu quand même avec le juste soin et alors la prévention promotion. Je dis pas qu'on peut rien faire parce que là on justement on va essayer d'accompagner ce type d'acteurs avec différentes pratiques. Ça peut être aussi du tri, c'est-à-dire que c'est ce qui est déjà fait dans certaines je crois que c'est dans le pays du Nord où par exemple les urines sont récupérées, ils sont considérés comme étant des déchets à traiter, c'est déchets liquides, c'est pas mis dans la station d'épuration. Bon, donc vous avez ce type donc vous avez les hôpitaux, les cliniques, vous avez les EHPAD aussi, avec des consommations ponctuelles qui peuvent poser problème. Après, il y a pire, il y a du coup il y a les élevages avec les vaches qu'on traite. Alors vous avez donc vous avez zéro traitement. Alors si vous avez l'industrie pharmaceutique vétérinaire, à la fois en termes de médicaments pour soigner, mais aussi pour booster, parce que ils les traitent avec des antibiotiques parce que c'est aussi des accélérateurs de croissance, etc., des facteurs de croissance. Bon, donc là il y a d'autres enjeux. Mais ensuite, on a encore, on va dire, le scope, je ne sais pas comment il faudrait parler, scope 3, c'est pour reprendre un petit peu les trucs. C'est-à-dire, en fait, les utilisateurs qui, eux, sont chez eux, il y en a partout, et donc ça, c'est du diffus. Ok, voilà. Là, il faut se poser la question parce que vous avez une grande hétérogénéité aussi des substances. Si ce que vous êtes en train de prendre, c'est, je sais pas rien, un truc pour le mal à la tête et qui non seulement est
quasiment pas toxique et qui en plus va se dégrader, en fait, ça va aller. Par contre, si c'est des gens qui ont des traitements extrêmement problématiques, dont les substances sont très actives, etc., peut-être qu'il faut faire du suivi, et je sais que ça existe, mais j'ai pas fait la biblio, faire du suivi. On récupère aussi, il y a un système de récupération pour pas que ça soit balancé partout, parce que les stations d'épuration ne sont pas faites pour ça. Les stations d'épuration ne sont pas faites pour traiter les micropolluants. Alors maintenant, on commence à rajouter des trucs, etc. Mais au départ, c'est pas ça. Au départ, c'était les charges macropolluants, la charge en azote, la charge en carbone, etc., et pas du tout les micropolluants. Les micropolluants, ils apparaissent à partir grosso modo de la fin des années 90, et on se rend compte que on balance des médicaments, des plastifiants, des pesticides, tout ce que vous voulez, des métaux lourds. Et donc là, vous avez des effluents qui ont en très faible quantité certaines substances, mais qui ont des impacts qui sont catastrophiques. Ouais, long terme. Voilà, donc tout ce qui a été perturbateur endocrinien, bien sûr, la problématique de tout ce qui peut être génotoxique, et puis en plus on est dans une soupe. Il y a tout et n'importe quoi en même temps. Difficile. Et oui, il y a tout et n'importe quoi en même temps. Ouais. C'est très difficile ensuite de dire oui, vous avez telle maladie parce qu'il y avait ça. Il faut savoir ce qu'on cherche. De toute façon, maintenant, la chimie, chaque fois qu'on cherche un truc, on le trouve. D'accord ? C'est ce qui a été présenté ce matin par Hervé Gaborio du pôle de compétitivité. Alors ils ont changé de nom. Alors maintenant c'est Aquanova. Avant c'était Dream qui a fusionné avec Hydreos. Et donc il a montré l'évolution justement des médicaments, et puis à un moment donné il a dit attention, on en boit pas, parce que maintenant on mesure ça. La carte était vachement plus rouge. Voilà, exactement. Mais parce que maintenant on mesure et on en trouve partout. Et d'ailleurs là on est en Normandie, il y a eu le dernier problème, entre autres, il y en a sûrement d'autres, mais bon, peu importe la ville, avec du chlorothalonil, des fongicides. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies on a balancé ça dans le sol et puis on l'avait pas mesuré. Et donc jusqu'à présent, tout le monde, ça allait bien parce qu'on ne mesurait pas. Puis maintenant on mesure, on se rend compte qu'il y en a partout. D'accord ? Voilà, etc., etc., etc. Bon, une petite touche d'optimisme quand même pour contrebalancer tout ça ? Une petite touche d'optimisme ? Non. Le troisième non. Ouais, non, je suis pas très optimiste. Non, bon. Je suis pas très optimiste. Vous avez du par exemple, nombreuses années. Ouais, je préférerais le contraire. De toute façon, là, faut tout changer. Vous comprenez bien. Faut tout changer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je trouve, il y a pas suffisamment de prise de conscience de ça. Changer le climat, c'est changer les conditions de la vie. C'est changer les écosystèmes, changer le cycle de l'eau, etc. C'est pas une question de carbone et de température. C'est que vous êtes en train, nous sommes tous en train de défoncer tout le système. Par exemple, au niveau des forêts, vous avez des forêts qui en 2 ans, elles sont toutes malades. Et puis l'ONF qui dit, je sais pas quoi planter parce que je sais pas qu'est-ce qui va pousser d'ici quelques années. Donc je plante une dizaine de variétés pour qu'il y en ait peut-être en espérant que. D'accord ? Voilà. Et ça va impacter. Non seulement il va y avoir des désagréments extrêmement importants au niveau climatique, à la fois sur des pics de température, bien sûr sur des phénomènes de sécheresse et d'inondation, parce que là encore, la taille des rivières, la taille des tuyaux, elles étaient faites pour, ça a été fait pour gérer des flux d'eau, des arrivées d'eau, qui sont maintenant complètement, on est bien au-delà. C'est pour ça que ça déborde de tous les côtés. D'accord ? Voilà, donc ça c'est un gros problème, et sincèrement il aurait fallu freiner il y a quelques dizaines d'années, parce que dans le domaine de l'eau on a une inertie aussi du système qui est très importante, parce que les tuyaux ils ont une certaine taille, ils sont enterrés, vous voyez, on peut pas, c'est pas facile, c'est vraiment là, voilà. Mais quand je vois par exemple le plan gouvernemental là, France plan eau 2030, l'objectif, si j'ai bien compris, c'est 10% à 2030, donc on est en 2024, on va dire, ça a été pondu en 2000, ça veut dire qu'il faut faire une amélioration de 1,5% par an d'ici 2030, mais ça c'est de l'amélioration. C'est pas un plan par rapport à l'enjeu là. On est hors d'échelle en taille et en vitesse. Ça marchera pas du tout. D'accord. Toutes les problématiques. Mais non. Et là encore, c'est local. Prenez par exemple Perpignan, là, toutes les Pyrénées-Orientales. Eux, ça fait je crois 24 mois qu'ils sont en sécheresse. Si vous leur dites vous inquiétez pas, on va faire un plan pour que d'ici 2030 vous réduisiez de 10%. Ils vont vous dire mais on est à moins 80 là. Ouais. De quoi vous nous parlez, vous voyez le truc. Okay, se rajoute à ça la problématique de la pollution. Dans les dernières décisions françaises, on a dit tiens, l'agriculture ne serait pas pénalisée ni dans les consommations, ni dans ses émissions de pesticides, d'engrais, etc. Faux, en fait. Mais non, mais ça ne marchera pas.
Ouais, C'est un clair. problème, Bah, c'est pas un de toute problème façon. politique, c'est un problème physique. Ouais, c'est ça. C'est Ils ont on promet tout ce qu'on physique. veut. De toute façon, c'est là comme ça. et puis, C'est bah, comme ça. Et donc là, par exemple, ils vont réorienter une partie des aides agences de l'eau vers l'agriculture pour essayer de maintenir un système qui doit exister. Moi, j'ai pas prévu d'arrêter de manger dans les années à venir. Ok. Donc du coup, il faut bien qu'on ait une agriculture qui produise. Mais cette agriculture ne pourra pas produire dans les conditions qui sont en train d'arriver en maintenant le modèle qui est celui du siècle passé et qui correspondait à un climat, et à etc. C'est un changement plus profond qu'il faut. C'est un changement beaucoup plus profond. Donc faut que chacun en fait finalement réfléchisse à sa consommation partout. Donc le système là par encore, alors qui c'est qui a Toutes les échelles doivent s'engager. ça a été fait ça au Shift Project, qui était de dire si tout le monde vit comme des moines au niveau des émissions carbone, du coup en fait on a une baisse de 25%. Pourquoi ? Parce que à titre individuel on n'agit pas sur le système. D'accord ? C'est le système qu'il faut changer, c'est l'organisation. Je me rappelle plus, ça a été sorti il y a 2-3 ans au Carbone 4 qui a sorti ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Un schéma où on voyait ça, en fait voilà. Si la part de l'empreinte individuelle et la part de l'empreinte l'empreinte des autres échelles, on va dire, structurelle. Et donc c'est bien au-delà de je vais fermer le robinet pendant que je me brosse les dents. C'est sympathique, vous le faites, ça vous dormez mieux, mais ça sert à rien, je veux dire. Vous êtes hors d'échelle. On sait qu'on peut faire notre part, mais ça suffira pas tout seul. Vous faites votre part. Moi, j'ai l'image aussi que j'utilise, c'est le bus rentre en ville, c'est 17h, il rentre à 130 km/h. Alors là, tout le monde va voir le chauffeur en disant non, mais vous êtes fou, c'est la sortie des écoles, ça va être un carnage. Puis au bout de 20 minutes de discussion, il dit vous avez raison, je vais rouler à 120. Vous comprenez ? C'est ça hors d'échelle. Ouais, c'est ça hors d'échelle. Voilà. Et si vous applaudissez quand il vous dit je vais rouler à 120, c'est que vous avez rien compris. Vous comprenez ? Hors d'échelle, en taille et en vitesse. Le problème qui est en train d'arriver est bien plus grave. Et le problème qui est en train d'arriver est bien plus rapide. Même les évaluations du GIEC disent en fait, on est surpris. Donc sur tous les paramètres. L'augmentation de la température au niveau marin. Mais c'est juste mais regardez les courbes, vous allez tomber par terre. On est sorti de tous les trucs, puis pas que d'un peu, quoi. Pareil au niveau des rivières. Donc, ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'est plutôt des plans de des plans de continuité d'activité, bien sûr, avec les conditions anticipées au pire. Non, pas du tout. Non, c'est pas anticiper au pire. Prenez juste déjà les prévisions classiques et vous allez voir qu'on est Mais de toute façon, le carbone. Qui croit que d'ici 2030, on va réduire de 80% parce qu'on avait dit il y a 10 ans, je sais pas trop quoi. Personne. Ça n'existera pas. Ça marchera pas. Ouais. Il faut une bonne dose d'optimisme alors. Il faut une bonne dose d'optimisme. Non, mais là, nous, on a une approche technique. Techniquement parlant, c'est pas faisable. D'accord ? Techniquement parlant, c'est pas faisable. Donc à un moment donné, il faut dire, ok, il va falloir peut-être qu'on élabore des nouvelles stratégies qui ont été d'ailleurs évoquées ce matin, en disant, à un moment donné, si ça passe pas parce qu'on n'arrive pas tous à ralentir suffisamment, il y en a qu'il va falloir peut-être arrêter. Il y a des usages qui vont être essentiels, des usages utiles, des usages inutiles et des usages à bannir. Donc ce qui est intéressant, c'est justement si on a un site industriel par exemple, c'est de dire ok, on doit réduire de 80% notre consommation d'eau, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne plus ? Alors Arkema, le groupe, alors là j'ai le droit de le communiquer parce qu'il en a parlé dans un autre, Jean-Yves Robin en a parlé dans une autre conférence. Donc ils ont fait cet exercice-là au niveau national, au niveau international, ils ont environ 140 sites je crois au niveau mondial, et donc ils ont dit, alors je me rappelle plus les termes exacts, mais ok, faites-moi un scénario si je vous enlève 20% d'eau. Ok, si vous enlevez 20% d'eau à une industrie qui il est obligé de dire il y a certains trucs je peux pas faire tourner. Voilà. Donc qu'est-ce que j'arrête ? Alors ils ont dit ok, quelles sont les consommations spécifiques de mètres cubes par tonne produite pour les différents produits que je fais sur mon site ? Quelle est la valeur ajoutée créée ? Quels sont les produits qui sont stratégiques ? Parce que par exemple, je suis le seul fournisseur de ça pour les autres. Donc je peux pas l'arrêter parce que sinon j'ai un effet domino qui est gigantesque. Et donc ils font leur tri, etc. Il a pris leur grille de lecture. Et puis ils disent du coup je vais arrêter le produit B, le produit G, le produit Z, voilà. Et donc du coup j'en produis pas pour telle quantité. Donc je perds tant de chiffre d'affaires. Ok. Donc ça leur revenait par mètre cube d'eau. Alors pour les pires, par mètre cube d'eau manquante, 800 à 1000 euros le mètre cube d'eau manquante. Wow, donc si je vous dis, mais oui, mais parce que c'est la prod, vous comprenez ? Ouais. C'est pas une problématique simplement environnementale. Vous revenez sur le fait que vous ne fonctionnez pas sans eau. C'est tout. Vous fonctionnez pas sans énergie.
vous fonctionnez pas sans matière première, c'est tout. Et l'eau, tant que les gens continuent à croire que c'est une problématique environnementale, les poissons, machin, compagnie, on continuera à accélérer. C'est ce qui se passe avec le carbone, ce qui se passe, d'accord ? Non, la problématique eau, elle est très différente. Elle est très différente. Ouais, très bien. Incroyable. Non, franchement, c'est hyper intéressant parce que finalement, ça remet en perspective et ça enfonce un coin dans, dans les convictions et dans la perception du monde. Et donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps. Avec grand plaisir. Donc, on a fait 1 heure quand même. Hein. Ah bon, il fallait pas on n'a pas posé beaucoup de questions. C'est possible. Donc, en tout cas, c'était absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour faire cette interview. Et puis, écoutez, on vous retrouve peut-être, en tout cas, retrouvez-nous bientôt pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Merci.